France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Nous allons parler de l'état de l'économie européenne toujours fortement impactée par la guerre au Proche-Orient. Les prévisions du printemps de la Commission européenne ont fait tomber la croissance à 0,9% en 2026. L'inflation est en hausse à 3%. Nous allons évidemment parler de ces perspectives économiques de la part d'une banque assez atypique, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, créée en 1991 pour contribuer à la construction d'une nouvelle ère post-guerre froide en Europe centrale et orientale. Elle est détenue par 77 pays, ainsi que l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sa présidente depuis 6 ans, Odile Renaud-Basso. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous étiez auparavant directrice générale du Trésor en France. Vous connaissez bien l'économie, autant dire. Vos propres perspectives de croissance, qu'est-ce qu'elles laissent apparaître de cette situation économique de l'Europe, de l'Est européen en particulier, que vous connaissez bien? Alors, c'est clair que les perspectives de croissance ont globalement été revues à la baisse, qu'il s'agisse de l'Europe, mais aussi pour nous de l'ensemble des régions et des pays dans lesquels on intervient. Globalement, on vient de refaire nos prévisions de croissance et pour 2026, on a revu à la baisse de 0,5% en moyenne sur l'ensemble de nos pays, sur l'ensemble de notre région, les perspectives de croissance. Et puis avec une révision un peu plus faible pour l'année 2027. Tout ça étant fondé sur l'impact de la situation au Moyen-Orient, une augmentation assez significative des prix du pétrole depuis 3 mois, avec une volatilité assez importante en fonction de l'état des discussions, de la communication des différents acteurs intervenant dans ce conflit. Mais on voit bien donc plutôt des tendances à un impact négatif sur l'économie, avec des scénarios qui peuvent être assez différents sur l'inflation. On a vu la Banque centrale européenne déjà prendre une première mesure depuis 3 ans de hausse des taux d'intérêt, et donc tout ça va avoir un effet plutôt de ralentissement sur l'économie mondiale. Alors, en tant que présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, vous avez déclaré que le soutien gouvernemental apporté aux économies émergentes touchées par ce conflit au Moyen-Orient doit rester temporaire et ciblé, alors que les marges budgétaires se resserrent. Traduction dans les faits. Beaucoup de pays ont pris des mesures de soutien à la demande pour réduire l'augmentation des prix de l'énergie, par exemple des prix à la pompe. Globalement, les prix à la pompe dans l'ensemble de nos régions ont augmenté de 30%. Donc il y a des gouvernements, pratiquement tous les gouvernements ont pris des mesures d'atténuation pour plafonner l'augmentation des prix du gaz, des prix de l'électricité ou des prix de l'essence à la pompe. Mon message est de dire qu'il faut que ces mesures soient temporaires et très ciblées, parce que ça peut coûter extrêmement cher, et on a des pays qui ont des marges de manœuvre budgétaires limitées. Vous pensez à la France, vous pensez à l'Union européenne? On n'intervient pas sur la France, mais c'est un raisonnement qui peut aussi s'appliquer à la France. La situation d'endettement dans beaucoup de pays a fortement augmenté après le Covid, avec l'impact de la guerre en Ukraine. Et donc, les marges de manœuvre sont assez limitées, et la capacité des pays à prendre des mesures d'atténuation de l'augmentation des prix de l'énergie est assez faible. D'ailleurs, votre banque, elle, intervient beaucoup dans la région, notamment dans la reconstruction post-guerre de Gaza, estimée à 46 milliards d'euros. En Cisjordanie, depuis 2024, vous avez investi 200 millions d'euros, le double du montant des 5 précédentes années. Vous ne vous désengagez pas, donc vous avez même annoncé déployer 5 milliards d'euros dans les pays touchés par les répercussions de la guerre en Iran. Moi, je considère que notre banque, et c'est aussi le point de vue des actionnaires, on a un rôle contracyclique, c'est-à-dire qu'on a une banque de développement, une banque multilatérale de développement, et notre rôle est vraiment d'aider les pays à faire face à des situations plus difficiles quand le secteur privé, quand les investisseurs privés vont avoir tendance à se retirer et à être moins capables de prendre du risque. On doit faire tout ça évidemment en mesurant nos propres risques. On doit
préserver notre force financière. On est une institution avec un très bon rating AAA, etc. C'est très important pour nous, mais on a la capacité, compte tenu de notre bilan, d'apporter un financement et de continuer à soutenir nos clients dans des situations qui sont plus difficiles. C'est pour ça que, par exemple, pour les pays affectés par le conflit au Moyen-Orient, on a adapté nos instruments pour pouvoir apporter des soutiens en liquidité, des financements d'urgence à nos clients pour les aider face à, par exemple, l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix des importations qu'ils peuvent subir quand il y a une dépréciation de la monnaie. Donc, voilà, on est actif en situation de crise. Et le cas le plus marquant de ce point de vue-là est évidemment l'Ukraine, où on continue d'investir On va parler de l'Ukraine tout de suite. Mais quand même, concentrons-nous sur des pays où se sont tenus, en particulier votre assemblée annuelle de la BERD début juin, Riga, Lettonie. Vous avez déclaré Lettonie, Estonie, Lituanie ont été les plus belles réussites de la transition d'une économie centralisée, donc soviétique, vers une économie de marché, ainsi que de l'élargissement de l'Union européenne. Reconnaissons quand même qu'il reste des problèmes de corruption dans ces pays baltes, qu'ils ont en plus une peur viscérale de la Russie qui les incite à investir presque exclusivement dans la défense aujourd'hui. C'est des pays qui ont effectivement connu une transformation extraordinaire, avec aujourd'hui, par exemple, une capacité d'innovation, des startups qui sont qui réussissent extrêmement bien sur les marchés internationaux, etc. Ils sont, pour un certain nombre d'aspects, même en avance par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Ils connaissent des sujets, ils ont connu des sujets de blanchiment, etc. dans le passé, mais il y a des mesures qui ont été assez strictes de renforcement des contrôles dans le système bancaire, etc., qui ont été prises, qui ont permis de vraiment remettre à niveau. Et donc, c'est des pays dont le potentiel économique aujourd'hui est important, le dynamisme économique est important. Ils sont, par contre, effectivement, négativement impactés par le fait qu'ils sont proches de la Russie. C'est des pays qui ont fait partie du bloc soviétique, donc pour lesquels l'indépendance était vraiment une réalité extrêmement importante. On a vu avec la guerre en Ukraine une moindre appétence des investisseurs internationaux pour investir dans ces pays, parce qu'ils sont vus comme étant proches et possiblement affectés par la guerre. Et deuxièmement, eux-mêmes doivent effectivement faire un effort de défense, d'augmentation des dépenses de défense, comme tous les pays européens. Ils sont en avance et ils investissent particulièrement beaucoup dans ce domaine. Et donc, d'où l'intérêt pour eux d'avoir des investisseurs comme nous qui continuent à soutenir le secteur privé, parce que c'est aussi des économies qui sont de taille assez petite. Et donc, par exemple, les marchés financiers manquent toujours de liquidité, sont des marchés qui sont un peu étroits. Donc, notre action vise vraiment à aider à développer les marchés financiers, le financement en capital risque, le financement en fonds propres et la transition énergétique qui est extrêmement importante pour ces pays. Parce qu'ils étaient historiquement très dépendants de la Russie, connectés au système russe, et là, ils se sont connectés au système européen avec beaucoup d'investissements dans les renouvelables en particulier. Alors, vous le disiez, le soutien à l'Ukraine, c'est l'une de vos priorités, avec 10 milliards d'euros déployés. D'ailleurs, c'est l'une aussi des priorités de l'Union européenne. La guerre en Ukraine est aux portes de l'Europe et elle s'éternise. Depuis le 11 juin, sa durée a dépassé celle de la Première Guerre mondiale. Une guerre qui pèse sur le moral des habitants. C'est aussi une guerre psychologique qui se joue. Odile Renaud-Basso, votre banque, la BERD, finance des projets énergétiques suite aux attaques russes pour démoraliser les populations sur des infrastructures électriques. Vous financez 135 installations, des abris de protection pour les transformateurs électriques. Ça, c'est important de reconstruire pendant la guerre? Oui, c'est très important de reconstruire pendant la guerre, et notamment sur tout ce qui est ces grandes infrastructures qui sont fondamentales à la vie quotidienne des personnes, des habitants de l'Ukraine, et aussi au fonctionnement de l'économie. Par exemple, le fait d'avoir accès à l'électricité, d'avoir accès au chauffage, d'avoir accès à l'énergie en général, d'avoir des trains qui fonctionnent, d'avoir des routes qui sont à peu près, qui peuvent être, qui sont dans un état correct. Tout ça, c'est extrêmement important pour les habitants de l'Ukraine, pour les entreprises en Ukraine, etc. Et pour que la vie quotidienne puisse continuer dans ce pays. Vous parliez de la démoralisation, mais ce qui me frappe aussi, moi j'ai
beaucoup été en Ukraine, c'est la résilience, c'est-à-dire la détermination des Ukrainiens à continuer et à défendre leur pays, leur indépendance, leur autonomie et à poursuivre les efforts malgré les difficultés pour ce faire. C'est assez frappant quand on regarde la situation de l'Ukraine, le fait qu'il y a eu évidemment une première vague de personnes qui ont quitté le pays au début de la guerre, avec les familles, etc. Mais l'hiver dernier a été extrêmement difficile en termes de chauffage, d'électricité. Il y avait vraiment des conditions extrêmement dures au plan de la vie quotidienne. Et pourtant, malgré tout, il y a très peu d'Ukrainiens qui ont quitté le pays et la plupart sont restés dans le pays pour le défendre. Donc cette résilience est un élément fondamental qui explique la capacité du pays à continuer à se défendre et à regagner en fait de la capacité de défense et de terrain. Dans la période récente. L'Ukraine ambitionne de lever 257 millions d'euros via la privatisation cette année. D'ailleurs, votre banque, la Baird, entend soutenir ces efforts de privatisation des banques ukrainiennes et d'autres industries nationales. L'Ukraine n'est-elle pas en pleine guerre, en train de brader un peu son économie, voire ses terres agricoles, d'affaiblir son service public? C'est quand même la question qu'on est en droit de se poser. Je pense que c'est important et que l'économie ukrainienne a besoin d'investissements étrangers. C'est-à-dire qu'ils ont, pour que l'économie puisse se développer, et on reste toujours quand même dans des domaines de croissance positive. Donc, on est une économie qui a connu un très gros choc, mais reste, après la première année, une réduction du PIB de 30%, a réussi à remonter, à avoir des croissances avec des taux positifs. Et donc, de ce point de vue-là, avoir des investissements étrangers, c'est un afflux de financement, un signe de confiance d'abord, mais aussi un afflux de financement et la capacité de développer des nouvelles capacités. Il y a les entreprises publiques ont un rôle très important en Ukraine, dans les grands secteurs, le secteur, y compris le secteur bancaire, les entreprises publiques sont importantes. Et donc, pouvoir apporter des capitaux privés, ça va permettre aussi de relancer et de soutenir les investissements dans le pays. Donc, l'État et le secteur public tout seul ne peut pas faire face à l'ampleur des besoins d'investissement. Et donc, d'où l'importance de ces financements privés. Il y a d'ailleurs une entreprise privée française très importante, détenue par Xavier Niel, qui a fait le plus grand investissement étranger en Ukraine depuis les 10 dernières années dans le domaine des télécoms l'année dernière. Xavier Niel, Xavier Niel. Voilà, Xavier Niel, qui était vu comme un signe extrêmement positif de confiance aussi dans la capacité de l'économie ukrainienne de se développer et de croître malgré le contexte. Alors, les États-Unis restent le principal actionnaire de votre banque, la Baird, suivi du Royaume-Uni, un peu moins de 9%. L'Union européenne et la Banque européenne d'investissement détiennent 6,2% du capital. Est-ce que l'administration Trump, qui a largement gelé les paiements d'aide étrangères et le soutien aux banques multilatérales de développement, a également remis en question votre équilibre Odile Renaud-Basso? Les États-Unis sont effectivement le premier actionnaire. En fait, ils ont plus de 11% en règle générale. Et ils sont des actionnaires importants pour nous. Et ils ont, au contraire, souscrit à l'augmentation de capital qui avait été décidée en 2023 au moment de la guerre pour nous aider à soutenir les investissements en Ukraine et dans l'ensemble de nos pays d'opération. Et donc, les États-Unis ont décidé de souscrire à cette augmentation de capital auquel ont souscrit la quasi-totalité des autres actionnaires. Et donc, c'est un signe de soutien à l'institution. Je pense qu'un de leurs intérêts pour l'institution, c'est notre focalisation, notre mandat qui est de développer le secteur privé dans les économies dans lesquelles on intervient pour soutenir le développement économique. C'est une particularité de la Baird qui était liée au moment de sa création, etc., et qui reste toujours au cœur de ce qu'on fait. Et je pense que ça fait écho à une vision, des priorités américaines. Vous parlez de priorités américaines. Le financement de l'économie verte a représenté 58% du volume total d'investissement de votre banque en 2024, un record, tandis que la part des projets genrés était de 47%. Deux thématiques que rejette vivement cette administration Trump, qui ne croit ni au réchauffement ni aux luttes féministes. Ça vous pose un problème ?
On a une majorité d'actionnaires européens, d'actionnaires comme le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, qui restent extrêmement focalisés et qui considèrent que pour une banque multilatérale de développement, continuer à soutenir la transition énergétique et la décarbonisation de l'économie est une priorité, doit rester une priorité, de même que le soutien pour l'égalité homme-femme, le fait de faciliter l'accès des femmes au marché du travail, à la formation, etc. Donc, la majorité de nos actionnaires continuent de soutenir ces priorités. Et donc, effectivement, ces objectifs ont été réaffirmés. Et c'est d'une certaine façon l'intérêt des institutions multilatérales où on a des règles de décision avec des actionnaires, des décisions qui sont prises à la majorité. Et donc, pour nous, ça reste des priorités extrêmement importantes. Et on voit aussi que ça répond aux besoins des pays dans lesquels on intervient. On voit l'intérêt aujourd'hui de nos pays d'opération pour investir plus dans les renouvelables, investir plus dans le solaire ou l'éolien et les batteries, parce qu'ils voient ça comme une façon de garantir leur sécurité énergétique. On voit aujourd'hui le risque d'être trop dépendant du pétrole ou du gaz venant d'ailleurs, avec des risques géopolitiques majeurs. Et donc, il y a une accélération qu'on accompagne d'investissements pour l'efficacité énergétique, mais aussi pour la diversification vers les renouvelables. La Banque européenne de reconstruction et de développement s'intéresse beaucoup à l'Afrique aussi, le continent miroir, une croissance moyenne de 4,7% à faire pâlir évidemment un Européen en 2026 pour quelques économies africaines clés couvertes par votre action, donc Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Nigeria, Kenya, Sénégal. Vous confirmez leur résilience. À quoi tient cette résilience ? Je pense que c'est des économies qui sont d'abord ont une forte croissance démographique, donc ça a un effet de dynamique, qui sont aussi très adaptables, qui avec une flexibilité importante, une capacité d'innovation importante. C'est très impressionnant de voir dans certains pays l'importance prise par exemple par l'économie digitale, les paiements digitaux. C'est le cas au Kenya par exemple, où ils sont d'une certaine façon beaucoup plus avancés que des pays européens en la matière. Et donc il y a des fragilités importantes qui sont liées au niveau de pauvreté, aux conditions de vie de la population, aux questions de santé, d'accès aux biens essentiels, etc. Donc, il y a des défis majeurs pour le continent africain, mais il y a aussi un potentiel extrêmement important et d'où l'intérêt pour une banque comme la nôtre, de voir comment on peut soutenir le secteur privé, les investissements dans les PME via le secteur bancaire, etc. Merci Odile Renaud-Bassot, présidente de la Banque européenne de reconstruction et de développement, pour cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. C'est sur ces antennes que l'actualité continue.